Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bienvenue dans l'un des derniers numéros de 2024 de Je sais tes podcasts. Et quel épisode je vous réserve pour l'occasion. Cette semaine, j'ai réuni autour de moi 2 journalistes belges spécialisés dans le tennis et qui officient comme reporters sur le circuit depuis des dizaines d'années. Alors à la gauche de ma chaise, j'accueille Yves Simon, journaliste chez Sudinfo, donc la Meuse, la Gazette, la Province, Nord-Éclair, la Capitale et bien sûr le journal Le Soir. Bonjour Christelle. Et à la droite de ma chaise, elle est l'une des rares femmes qui a percé dans ce métier. Vous entendez sa voix qui nous berce sur les ondes de la RTBF depuis plus de 30 ans. Christine Anquet est mon invitée. Bonjour Christelle. Merci Christine d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Ensemble, nous allons retracer les grands moments tennistiques de cette année 2024 et évoquer les joueurs qui l'ont animé, côté belge bien entendu, mais aussi côté international. Ce podcast sera d'ailleurs divisé en 2 parties. Celle-ci où l'on parlera exclusivement des Belges, sans être exhaustif évidemment, mais on est vraiment resté sur les temps forts de l'année. Et puis dans l'autre numéro, la partie 2, on reviendra plus globalement sur les grands moments qui ont animé les circuits ATP et WTA. Vous pouvez retrouver ces 2 épisodes gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié cet épisode et puis à commenter, à prolonger le débat sur les sujets que nous allons aborder. C'est toujours intéressant de lire les avis que vous avez à nous donner. Merci en tout cas d'être fidèle au rendez-vous et bonne écoute. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Eh bien voilà, d'habitude je les croise plutôt sur les tournois, mais là il me manquait trop, donc je me suis dit que j'allais les convier pour un numéro spécial. Et je suis à Namur, dans les bureaux de Sudinfo, où Yves me fait le grand plaisir de m'accueillir. Merci beaucoup déjà à la rédaction bienvenue. De Sudinfo. Ça fait une bonne 30aine d'années que tu travailles ici, hein, non ? Ouais, plus ou moins, oui, c'est... Oui, on a 34 ans, donc exactement. Et combien de temps que tu couvres le tennis ? 27 ans, après avoir recouvert un peu de foot, après avoir recouvert un peu le Tour de France, et puis j'ai eu la chance de tomber dans les années bénies du tennis avec nos 2 gloires, Justine et Kim. Ouais. Donc ça, c'est plus Philippe de Wulf que je n'oublierai jamais, puisque c'était le tout premier tournoi que j'ai couvert, c'était Roland-Garros 1997, où des qualifications, il est arrivé en demi-finale. Donc c'était lancé pour le tennis belge. Il a une bonne voix radio, hein, le Yves. Oui, il va me prendre ma place. Et Christine, dont la voix est reconnaissable parmi 100, ça fait, on essaie de compter tout à l'heure, ça fait 30, combien d'années que tu es à la RTB ? 38. Oula. Presque 38. 38. Et combien de temps le tennis ? 34. Ah oui. Donc toi aussi, tu en as vécu des choses, et ouais. aux côtés d'Yves. Ah ben oui, je l'ai connu à Roland-Garros en 97. Je ne sais plus si on s'est bien entendu tout de suite ou pas, mais je suppose que oui, parce que la presse belge a toujours été un petit groupe assez soudé, assez joyeux. Sa cabine était plus proche du bar, donc certainement... Voilà, il passait par là. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant en fin d'année comme ça, comme on se croise sur certains tournois en Belgique, en Coupe Davis. Je trouvais ça sympa de pouvoir nous réunir pour discuter de l'actu du tennis de cette année. J'aurais pu aussi demander à Adrien de IPM, à Philippe côté flamand, mais voilà, on n'avait pas des privilégiés. Voilà, j'avais pas 6 micros et c'était compliqué, donc je trouve que c'était bien de vous réunir tous les 2. Avant de parler de cette année écoulée, je voudrais savoir un petit peu justement par rapport à votre métier. Il a énormément évolué ces 20 dernières années par rapport à la couverture que vous faisiez du tennis à l'époque de Kim et Justine. Aujourd'hui, vous êtes moins présent parce qu'il y a moins de budget pour les médias. Comment est-ce que vous vivez en tant que journaliste cette époque un peu plus morose ? Disons, moins de budget, je dirais aussi un peu moins d'intérêt. On vient d'une époque où on était avec Kim et Justine numéro 1, puis numéro 2, numéro 1, numéro 2 au monde. Donc inévitablement, si on avait encore des joueurs de cette qualité-là, on serait sur le terrain. Ce qui se passe en cyclisme actuellement le prouve. Donc les médias sont présents quand la grosse actualité maintenant est là. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, voilà, avec la concurrence effectivement sur Internet, des autres médias,
fait aussi que voilà, il faut vraiment cibler les choses, faire les bons choix au bon moment. Et certainement que la presse, c'est un secret de Polichinelle, la presse a des difficultés, mais trouve toujours sa place à un moment donné pour le public qu'elle a. Elle a aussi évolué vers plus évidemment le digital et les émissions sur Internet comme celle que tu fais. Donc voilà, on a dû s'adapter certainement. Je pense que l'intérêt serait là si les performances étaient à la hauteur de ce qu'on a vécu. Et on est un peu aussi victime de tout cela. Le tennis belge est un peu victime de tout cela parce que les performances restent exceptionnelles, même encore cette année, de la part du tennis belge. Mais voilà, ils subissent toujours la comparaison des grandes années, des belles années. Et maintenant, quand on fait un 8e de finale en Grand Chelem, il faut quand même se rendre compte, pour être en 8e de finale, théoriquement, ça veut dire qu'on est dans les 16 meilleurs du monde. 8e de finale, on trouve ça presque banal en Belgique, alors que c'est énorme. Ouais. Donc, et souvent de l'étranger, on est toujours un peu surpris d'entendre que le tennis belge a vraiment la cote. Beaucoup de pays à l'étranger, beaucoup de journalistes nous disent vous avez quand même des champions, même s'il n'y en a pas énormément, mais on est un tout petit pays comparé à la France, comparé aux États-Unis, comparé à la Chine, enfin voilà, on est un tout petit pays, on a quand même toujours des résultats qui arrivent. Ouais. Donc voilà, il y a un peu des deux, donc je pense le côté big star qu'on n'a plus au niveau belge et qui fait que le tennis n'a plus la priorité sur d'autres sports. La grosse concurrence fait aussi que il faut qu'on soit vraiment présent au bon moment, alors qu'avant on était un peu tout seul et donc on avait plus d'exclusivité, on va dire. Christine, le tennis garde quand même une place importante à la RTBF. C'est une question de choix et le choix se porte sur le football, sur le cyclisme. Ce qui est encore plus le cas dans la presse néerlandophone d'ailleurs, et sur les sports moteurs, parce qu'on considère aussi je suppose, Yves va me contredire ou pas, le nombre de journaux qu'on vend. Chez nous, le nombre de clics sur les articles sport moteur, ça marche bien. Et il y a une tendance que moi je n'aime pas, c'est de considérer que le tennis doit être jugé au classement des Belges. Or, les gens s'intéressent ou se sont intéressés pendant 20 ans à Federer, Nadal, Djokovic avant tout. Oui, bien sûr. Pas aux Belges. Moi, je dis toujours que les gens ont des posters de Federer et Nadal dans leur chambre et pas, je veux pas citer de noms de Belges qui sont classés hors du top 100 parce que je veux viser personne et c'est absolument pas de leur faute. Mais voilà, on a moins d'argent, donc peut-être que cette tendance, elle est logique, j'en sais rien. On n'a pas été gâtés par le Covid parce qu'on a continué, nous les journalistes tennis, à proposer une couverture très importante à distance, parce que les tournois ont organisé pendant presque un an des conférences de presse par Zoom, par Teams, à distance. On a presque plus voyagé. Oui, on était accrédité, en fait, parce qu'il fallait s'accréditer. On était accrédité pour beaucoup plus de tournois que lors d'une saison normale, et même que lors d'une saison où on voyageait beaucoup. Et donc on a habitué un petit peu tout le monde à ne plus dépenser de l'argent. Et c'est ça le problème. Sur place. À ne plus dépenser un euro, voilà. Et donc on fait encore, on fait encore Roland-Garros. Et je suis quand même étonné, le tennis a encore une place privilégiée dans les médias francophones. Parce qu'on a beaucoup de collègues néerlandophones, par exemple, qui se plaignent que dans leurs journaux, ils n'ont même plus rien. Alors que quand je vois même sur le tournoi d'Anvers, qui est vraiment un exemple, les médias francophones donnent encore une belle place à un tournoi qu'ils méritent. C'est quand même le seul tournoi, je veux dire ATP, on n'oubliera pas le BMW Open, mais je veux dire sur le circuit ATP, vraiment. C'est le seul tournoi qu'on a en Belgique, et même les médias flamands ne font que du ponctuel. Donc quand il se passe vraiment quelque chose, ne font pas une couverture au quotidien. Alors que ça se passe encore dans les médias francophones, et je remercie en tout cas mon média de toujours me faire confiance quand je leur dis que c'est important. Oui, c'est vrai que c'est dommage que le tennis ne soit plus représenté à sa juste valeur, comme le disait Christine, pas seulement pour les joueurs belges, mais pour toutes les belles histoires qu'il y a à raconter. Il y a toujours de belles histoires. Enfin, pour l'instant, peut-être un peu moins, avec les histoires de dopage, etc. Mais, mais enfin, ça fait partie de l'histoire. Quand je dis les belles histoires, pour avoir des belles histoires, il faut de temps en temps avoir une mauvaise. Donc, comme ça, on sait qu'elle est belle. Je pense que si les médias n'ont pas de problème financier, on est au moins encore à Wimbledon.
Et au moins encore dans d'autres tournois, parce que le point de départ, c'est quand même qu'il faut faire des choix. Ouais. Et que le tennis n'arrive pas en premier lieu quand on n'a pas Justine et Kim, quoi. Et donc ici, vous êtes encore sur Roland Garros, c'est le seul grand chelem ? Oui, encore personnellement me concernant, disons, je vais moi plus ou moins 10 jours sur Roland Garros et je suis vraiment content parce que cette année-ci, je me suis quasi retrouvé seul, à part toi, mais dans les autres médias, on va dire traditionnels, ils ne viennent même plus. Et je me suis fait virer quand même assez vite. Hein. Ouais. Moi, je suis resté jusqu'au bout. Oui, et Christine a encore la chance de rester jusqu'au bout. Donc, quand on vient d'une couverture, on a fait les 4 grands chelems. Voilà, ça montre la différence qui existe, ce qui ne veut pas dire qu'on ne couvre pas, en tout cas me concernant, c'est plus difficile pour Christine puisqu'elle est sur un média radio, mais me concernant, bon, elle travaille aussi sur Internet, Christine, mais me concernant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne couvre pas, couvrir, ça veut dire qu'on le traite via toutes les informations, ça aussi, ça fait partie du jeu, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais on a énormément d'informations maintenant à notre disposition quand on n'est pas sur place. Mais bon, voilà, ça ne remplacera jamais le live, ça ne remplacera jamais les sensations qu'on peut avoir là-bas, les émotions, ça ne remplacera jamais le contact direct, ça ne remplacera jamais le réseau qu'on peut se créer. Je veux dire, c'est quand même sympa quand on voit les joueurs belges venir te saluer, tu vois, faire un petit clin d'œil ou pleurer à côté de toi parce qu'ils ont perdu. Ça fait partie des moments partagés et si on est là, c'est aussi pour partager, je pense, essentiellement. Moi, j'ai toujours dit, quand je suis sur place, je dois être les yeux de mon lecteur et j'essaye au mieux de rendre ça et si on n'est pas sur place, on est les yeux de personne. Voilà. Ouais. Et pour créer un lien avec les joueurs, j'ai toujours pensé que c'était super important de les interviewer, de les rencontrer quand ils étaient juniors. Maintenant, on n'a plus qu'une chance. Et donc, quelqu'un qui ne ferait pas Roland Garros, on n'arriverait pas à le rencontrer quand il est junior. Et on perd beaucoup si on ne fait pas ça. Cela dit, Yves, comme d'autres, comme moi, on se retourne avec le sourire sur les années qu'on a passées parce qu'on a quand même été privilégiés et c'était du boulot parce que nos heures on les comptait pas du tout, mais on y repense avec vraiment un grand sourire et sans nostalgie, mais on est content de les avoir vécus ces moments-là. Super content, et c'était une période où dans les bonnes années, mais que ce soit avec David Goffin ou avec les filles avant, on suivait leurs résultats de la semaine quand ils et elles jouaient dans des tournois proches de la Belgique et on savait qu'on avait une chance le dimanche d'aller à Halle, d'aller à Metz, d'aller Rotterdam. Voilà, c'était une vie que je suis contente d'avoir eue, quoi. Voilà, c'est terminé, mais voilà, c'était gai. Et moi, je suis contente d'entendre vos anecdotes parce que s'asseoir à une table, à un bar avec vous et écouter ce que vous avez à raconter. On a toujours dit qu'on écrirait un livre, mais il est temps de l'écrire. Mais on avait dit qu'on l'écrirait pour nous parce que tout n'est pas diffusable. Bon, il n'y a pas des choses. Il y a des choses un peu drôles. Il y a des noms voilà. Voilà. Écoute, en 2025, on peut faire une série de podcasts spéciaux sur les anecdotes dans les coulisses des journalistes tennis. On mettra ça uniquement sur un site payant alors. Oui. Sinon, on ne vendra pas notre futur livre. Non, mais surtout, il faut payer nos bars. Oui, ça c'est vrai. Pour revenir sur ce fameux bilan, et vous parliez de ce qui se passait par rapport aux joueurs belges, on a quand même un avenir qui est plutôt réjouissant quand on regarde la fin d'année ici. Mais quelles sont vos plus grandes satisfactions par rapport aux résultats de nos joueurs belges justement cette année? Qui vous a le plus impressionné, côté filles, côté garçons? Je crois qu'on a eu c'est étonnant à dire, on a eu une année incroyable finalement quand on voit. Mais surtout grâce à la fin de saison. Mais c'est une saison incroyable quand on voit les progrès d'Isouberts, quand on voit l'arrivée de Raphaël Collignon qui est 120e mondial, 121e. Alors qu'il était 500. Qui a gagné 70. Il y a un match, je crois, cette saison. Il faut savoir que Yannick Sinner en a gagné 73. Bon.
pas au même niveau, on est d'accord, mais gagner 71 matchs sur une saison, il faut quand même le faire, en perdre 23, je crois, notre ami Collignon. Donc c'est impressionnant. David Goffin, il était en enfer, il est quasi ressorti, on va dire, des choses que peu de gens le pensaient encore capable de faire. Je rappelle qu'il a été en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai, où en huitième de finale, il bat Sacha Zverev, qui est le numéro 2 mondial. Donc quand on dit que David Goffin est terminé, je pense qu'on a la réponse que c'est pas vrai. Et puis Zizou Bergs, Raphaël Collignon, Gauthier qui revient bien aussi. Alexander Blocks. Je pense quand même qu'on a un fameux et on les a vus en Coupe Davis aussi. C'est quand même drôle après de se dire qu'on avait un groupe entre guillemets abordable, et on retrouve qu'on avait l'Italie et les Pays-Bas dans notre groupe qui sont allés en finale, et on a battu les finalistes puisqu'on avait battu les Pays-Bas. On a été pas loin de battre l'Italie finalement. Bon, évidemment, sans Sinner, on est bien d'accord. Et on était à 2 doigts de passer, donc c'était assez incroyable. Moi, on y reviendra après. La grosse déception, c'est le côté féminin. On y reviendra. On y reviendra. Et puis si on veut dire le tennis belge, on a la découverte de Jélyn Van Drome, par exemple, la toute jeune qui a à peine 17 ans maintenant, je crois. 16 ans, 17 ans. Je crois qu'elle vient d'avoir 17 ans. Je crois qu'elle vient d'avoir 17 ans. C'est un futur talent, je pense. Toi, tu dis Jélyn, toi. Moi, je dis Yéline. Tu dis comment, toi, Christine? Yéline. Oui, il me semblait bien. On va dire Yéline. T'as jamais parlé très bien flamand, toi. Si. Mais je le disais pour que tout le monde comprenne. C'est le seul qui parle flamand entre nous aux conférences de presse. Donc. Non, c'est pas vrai. Non, Yéline ou Géline, on va dire Yéline. Elle est incroyable, effectivement. Je pense qu'elle a un vrai potentiel, et en plus, on a eu la chance de la rencontrer, justement, important pour une de ses premières interviews avec sa maman à ses côtés à Roland-Garros. Christine était là. Toi aussi, je sais plus. Non, j'ai pas été conviée. C'était plus tard dans le tournoi. Elle avait déjà été virée. Et donc, oui, on a eu la chance de la rencontrer, mais voilà, ça, c'est des moments importants. C'est vrai que Christine a raison de le dire. Quand on les voit si jeunes, on peut déjà se faire à l'idée est-ce qu'ils sont vraiment, je veux dire, concernés par leur projet, est-ce qu'ils ont encore des choses à améliorer, et on voit de suite les gens qui sont je me souviens que j'avais eu un peu cette impression-là aussi avec Gilles Arnaud-Bailly, parce qu'on l'oublie aussi lui. Il s'est un peu perdu, mais je pense qu'il va revenir. Mais Gilles Arnaud-Bailly, je l'avais aussi cette impression de gars ou Alexander Blok, c'est aussi la même chose. C'est des mecs qui sont déterminés, quoi. Et quand on voit ça dans leur regard, la même chose avec Yéline, quand on voit ça dans leur regard, c'est des choses tu peux pas deviner quand tu lis un score. Quand tu vois ça dans leur regard, tu te dis là il y a quelque chose, en plus de leur qualité tennistique évidemment, mais ça on sait qu'ils l'ont, mais je pense que s'il n'y a pas la détermination, s'il n'y a pas les pieds bien ancrés dans le sol, s'il n'y a pas la vision de certaines choses, il y en a des milliers, quoi. Et là tu vois des gens dans leurs yeux, tu as compris que ça peut le faire, quoi. Et toi, Christine Il n'a pas qu'une voix de radio, il a fait tout le tour du tennis belge en 2024. Il a aussi la tchatch. Faut pas me donner un micro. Hein. Désolé. Il n'y a pas de souci. Mes plus grandes satisfactions belges, normalement, je ne vais pas citer tous les noms, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont David Goffin et Zizou Bergs ont réussi à rebondir. David Goffin, on l'évoquait, mais qu'est-ce que ce joueur a été critiqué, moqué. Moi, je déteste ça, et c'est quand les gens savent qu'on déteste ça qu'ils en rajoutent, évidemment. Mais c'est pas que les gens qui nous connaissent, c'est aussi dans des humoristes et tout ça. Moi, j'ai un peu de mal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été numéro 7 mondial, qui nous a emmené 2 fois en finale de la Coupe Davis. En mois de février, il était 134e. Maintenant, il est tout proche du top 50. Donc, franchement, le courage qu'il a eu, moi, j'applaudis. Parce qu'il aurait pu, pour le même prix, dire qu'il mettait un terme à sa carrière. Ça aurait été normal à son âge de mettre un terme à sa carrière et de faire autre chose. Il a eu le courage de continuer, il a eu le courage de toujours y croire. Et alors, de la même façon, Zizou Bergs, souvenez-vous, les premiers matchs qu'il a joués cette année, 3 fois sur 4, il crampait.
Et on se disait, ce garçon ne va jamais réussir à se débarrasser de ce problème. Mais c'était en Australie qu'il a commencé ces gros problèmes. Et il avait, on se disait, ça va le faire redescendre à la... Oui, mais d'autres aussi. Oui. Ça va le faire redescendre à la 200e place mondiale. Il va rester 200e toute sa vie. Il va jamais faire un match en plus de 3-7 sans cramper. Mais non, il a eu le courage de renforcer son équipe, de chercher des solutions qu'il a trouvées assez vite. Ces deux joueurs-là, qui ne sont évidemment, comme vous le disiez tous les deux, pas les seuls qui ont marqué l'année belge, ces deux joueurs-là, franchement, je leur tire un énorme coup de chapeau. Ils m'ont épaté par leur façon de rebondir. Ouais, ce que David Dauphin a fait, quand on voit comment on lui a tapé sur la tête, et c'est vraiment dommage de brûler ce qu'on adore. Je pense qu'aujourd'hui ou hier, j'ai revu des images de son fameux Masters, là où il bat la même semaine Rafael Nadal et Roger Federer. Et franchement, quand on voit son niveau de jeu, c'est juste exceptionnel. Il a failli gagner la finale. Et il a failli gagner la finale aussi. Donc, non, t'as raison de le dire, c'est incroyable la force mentale alors qu'on dit justement qu'il est faible mentalement, mais il fallait être solide, je pense, dans sa tête pour se dire, j'y crois encore. Parce qu'il nous disait, et c'est vrai que pour nous, des fois, c'est dur de l'écrire aussi, parce qu'on on nous associe vite, des fois, à l'agent du joueur. Quoi. Le nombre de fois que j'ai entendu, j'imagine Christine la même chose, et ton David Dauphin, comment est-ce qu'il va ? Mais c'est parce que les gens s'attaquent à quelqu'un qui est gentil. C'est tellement facile de critiquer quelqu'un de gentil. C'est un peu lâche, mais c'est facile. Et moi, ça m'a toujours gênée. Oui, moi, je me souviens, il y a quelques mois, je regardais, parce que je suis pratiquement tous les matchs de David, il était dans un hall de sport en Italie, dans un challenger, il n'y avait pas de gradin. Des conditions lamentables. Il était là, et tout seul, et il était en quart de finale, il se battait, et franchement, il faut avoir une retombée, entre guillemets, dans ces challengers-là, ces tournois de deuxième division, après avoir connu la gloire du circuit, des Masters. C'est fabuleux. Il y en a peu qui peuvent le faire, et il a connu des périodes de doute extrême et des périodes où il ne gagnait plus un match, mais on ne peut pas lui reprocher. Il n'a rien fait de mal. Je veux dire, il n'a pas mangé d'hamburger tous les jours. Il ne s'est pas arrêté de travailler. Voilà, ça arrive. On est déçus. On est les premiers déçus, nous qui aimons le tennis, bien sûr. Ouais. Ce qui est épatant chez lui, et ça, je dois reconnaître que moi-même, j'arrivais à redouter, parce que quand on n'arrive plus à battre du top 100, c'est ce qui était son cas au début d'année. Il avait vraiment des problèmes à même contre des 150. Quoi. Donc, mais il disait toujours, je sens qu'à l'entraînement, j'ai le tennis. C'est beau de le dire, mais à un moment donné, on commence un peu à en douter, et je comprends le public aussi. Mais bon, je trouve que ce qu'il a ramassé, pour être poli, sur la tête, et certainement maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, il faut être solide, toi. Et même, je pense, Germain Gilounon, parce aussi on a remis en cause cette association, peut-être à raison, mais il faut quand même pas oublier qu'il a quand même gagné 2 tournois avec Germain. Mais voilà, ici il est reparti. J'espère que ça va continuer en 2025. Et ce qui est génial, c'est l'histoire de sa paternité, parce que je crois que ça lui a redonné une envie dingue aussi. Je pense que ça a aussi peut-être trotté. Les gens oublient aussi ça, que la vie de tous les jours aussi, on peut. Ça a certainement influencé une partie de ses prestations, parce que il fallait d'abord qu'il devienne papa, et puis il fallait voir que ça se passe bien, des choses comme ça. Il y a des contraintes, etc., etc. Je vais certainement pas le plaindre. Ils ont une très belle vie, mais voilà, il faut tout remettre dans le contexte. Mais c'est génial de voir que ça lui redonne une sorte de deuxième vie. Je dis pas que ça va tout changer, mais en tout cas, dans son moral, en tout cas, il a envie un peu comme Rafael Nadal, de voir à un moment donné sa petite gamine là, le voir sur le terrain. Peut-être pas tout comprendre, mais en tout cas voir ce que son papa fait et pourquoi il le fait. Oui, parce qu'il a 34 ans, David. Il vient de fêter ses 34 ans. Il y a 2-3 jours. Donc il lui reste quand même encore potentiellement 2-3 années
s'il ne se blesse pas. Je crois que ça hantise, la hantise de tous les joueurs. C'est ce qui lui a miné sa carrière. Aussi une partie, ouais. Mais bon, voilà, on sait que pour être à son meilleur niveau, il doit se donner énormément et il n'a pas à un moment donné, je veux dire, il ne peut pas masquer un petit problème parce qu'il a un bon service ou parce qu'il a des coups forts. Ici, il doit être, je pense qu'on le sait, il doit être à 150% pour être à un niveau 100% pour les autres, quoi. Du côté des déceptions de cette année, tu en parlais tout à l'heure, c'est plutôt côté féminin, toi Yves ? Ah oui, moi j'ai une grosse déception, c'est Elise Mertens. Si on prend ses résultats, c'est pas terrible. Donc elle est retombée hors du top 30 et même en double, les 8e mondiales. Donc je veux dire, il y a des choix qui ne sont pas les bons. Et alors, quand on parle des choix, se priver des Jeux Olympiques quand on a la chance de pouvoir aller aux Jeux et se priver de la Fed Cup. Je comprends pas, Elise. Je comprends pas ces choix. Il y a des choix de carrière. Il faut pas que penser à soi. Il faut penser à ce qu'on peut faire et aussi, je pense qu'Elise se met dans un confort. Dont elle a peut-être besoin, mais quand je vois Zizouberg, à un moment donné, quand il se dit que ça ne va pas, qu'il faut trouver des solutions, il n'hésite pas à se mettre dans le danger. Ici, il vient de changer de coach, on pourrait dire, il connaît sa meilleure saison, pourquoi s'il change de coach, pourquoi s'il change son équipe, mais il y a une réflexion, il y a aussi Ruben qui est papa, mais il y a une réflexion, à un moment donné, on va s'associer à Christophe Ligen, on va voir s'il y a des bonnes idées là-bas, on a un préparateur physique, on a un docteur, Elise, elle reste dans son cocon, elle choisit son petit ami pour être son coach. Elle n'aime pas trop être bousculée, Elise. Elle fait un grand sourire quand elle vient vous parler, mais sur un terrain, c'est une fille qui rage sur tout. Et donc, j'ai un peu du mal, et cette saison a un peu démontré que j'ai un peu du mal avec une personne qui ne se met pas en danger, en fait, qui se met tout le temps en confort et qui n'évolue plus. Et donc, elle fait tout. Elle donne tout sur un terrain, elle s'entraîne comme peu le font, mais elle le fait pas bien, à mon sens. Certains remettent en cause le fait qu'Elise fasse le simple et le double en parallèle, en tout cas sur les gros tournois. Est-ce que tu penses qu'elle devrait se limiter à une discipline, toi Christine ? Une joueuse qui est bien dans sa vie, qui est heureuse, normalement s'en sortira mieux. Et elle a toujours dit qu'elle aimait faire les deux, donc voilà, c'est son choix, il faut la laisser faire. Ouais. Aryna Sabalenka a choisi à un moment donné. Je dis pas que toutes celles qui laissent tomber le double vont devenir numéro 1 mondial, évidemment. Voilà, c'est un choix, elle ne changera pas. Voilà, encore une fois, on n'est pas obligé d'aimer les choix qu'elle a fait, mais voilà. Je me souviens d'une anecdote, c'est quand elles ont remporté l'Open d'Australie ensemble, Sabalenka et Elise. Sabalenka a annoncé qu'elle se séparait pour se lancer dans le simple, où elle était à l'époque, je sais pas moi, 25e mondiale. Et c'est à ce moment-là qu'elle a grimpé. Et je me souviens d'avoir posé la question, Elise, pourquoi tu le fais pas ? Elle dit, je vais d'abord voir ce que Aryna fait et peut-être que ça va m'inspirer. Ça devrait un peu l'inspirer parce que Aryna Sabalenka, si je ne me trompe pas, est numéro 1 mondial. Non, mais elle répond toujours, j'aime jouer en double. Oui, on est d'accord. Voilà. Je suis d'accord qu'elle aime. Voilà, maintenant. Qu'elle vienne jouer en Fed Cup, en Billie Jean King Cup. Non, mais le problème, c'est que, à la limite, elle a pas enfin, moi, j'aime pas du tout les choix qu'elle a fait, mais c'est sa vie. Donc elle ne juge pas mes choix. C'est sa vie. Oui. Moi, j'aime bien les gens qui ont de l'ambition, mais il y a des gens qui sont très heureux à être 30e mondiaux. Et voilà. On est d'accord. On en voit aussi chez les messieurs. Mais quand on aime le tennis belge et quand on est patriote, on a envie bien sûr que nos joueurs et que nos joueuses fassent les choix qui les mèneraient le plus haut possible. Mais seraient-ils plus heureux s'ils étaient dans le top 5 ? Je ne suis pas sûre. Donc, ils ont fait le choix de ne pas le faire. Ça me dérange beaucoup. Voilà, on avait un petit peu parlé avant, les mauvaises surprises et tout ça. Moi, je mettais le choix d'Elise Mertens de ne pas aller aux Jeux Olympiques dans la catégorie très mauvaise surprise. Moi, c'est un choix que je ne comprendrai jamais. Comment on ne peut pas pleurer à l'idée d'éventuellement gagner une médaille aux Jeux. C'est un truc qui doit vous émouvoir à fond. C'est son choix, mais moi, donc évidemment, elle a le droit de le faire. Mais en tant que supportrice d'Elise Mertens, et est-ce que j'ai le droit de juger ? J'en sais rien. Mais moi,
ne pas avoir envie de tenter de gagner une médaille. J'ai pas dit ne pas avoir envie de gagner une médaille, parce qu'on ne sait pas si on ne saura jamais, mais je pense qu'elle avait quand même des sérieuses chances en double mixte. Oui, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, qu'on n'ait pas envie de gagner une médaille olympique. C'est ce qu'il y a de plus fort, c'est gagner une médaille olympique. Donc voilà, c'est sa vie, c'est son choix, encore une fois. Mais moi, je ne le comprends pas. Mais voilà, est-ce qu'elle serait plus heureuse avec sa médaille ? Et sans doute qu'elle a décidé que non, elle ne serait, enfin qu'elle estime que non, elle ne serait pas plus heureuse. Donc voilà. Et pour moi, je veux insister sur le double mixte, parce qu'effectivement en double, bon, double dame aussi. Double dame, oui, mais on n'avait pas. Il y avait moins de chance. Moins de chance, mais enfin, ça veut pas dire non plus zéro chance, ça c'est clair. Mais en double mixte, il y avait de sérieuses chances, parce que bon, voilà, c'est une compétition qui est quand même nettement plus ouverte à beaucoup de choses. Et on a quand même avec Yoran et Sander des gens qui sont vraiment doués dans la discipline. Plus elle qui a été numéro 1 mondial de la discipline, c'est quand même une chance énorme d'aller chercher une médaille. Et je suis tout à fait d'accord avec Christine. Je comprends pas le choix et je comprends pas ses motivations. Maintenant, voilà, Christine a encore une fois raison. Si elle est plus heureuse, c'est nous qui nous mettons un peu dans. Elle était fatiguée, elle n'était pas sa surface préférée. Enfin, toutes les excuses sont toujours bonnes à un moment donné, mais voilà, il y en a qui se jetteraient dans le feu de n'importe quoi pour être là-bas. Et surtout, l'état d'esprit, c'est toujours génial de voir je pense à Andy Murray, je sais pas pourquoi, mais bon, il a été 2 fois médaillé d'or, mais Andy Murray, il y va avec une jambe, hein, donc des Letton Hewitt à l'époque, des Rafael Nadal, enfin tout. Oui, Rafael Nadal, certainement, c'est le bel exemple. Avec une hanche en moins, tous ses problèmes physiques. Et puis, comme Christine disait tout à l'heure, les émotions que ça peut procurer. Dominique Monami, je pense que c'est son plus bel accomplissement de cette année. Et c'est une fois tous les 4 ans. Donc, je veux dire, dans une carrière, ça passe vite. Hein, vous en passez. Elle a déjà pas été la fois avant, donc elle a laissé tomber de. Ah si, elle a été à Tokyo, pardon. Elle était à Tokyo, mais ça s'est pas bien passé. C'est peut-être ça aussi qui s'est. Tokyo, malheureusement pour les athlètes, n'a pas été une super expérience olympique, puisqu'on était en période Covid ou post-Covid. Donc, je pense qu'il en a je pense que c'est peut-être là la raison finalement, c'est de se dire qu'à Tokyo, elle a très mal vécu l'expérience. Elle s'est dit tout ça pour ça, non merci. Ouais. C'est peut-être ça la réflexion. Après, pour avoir interviewé Grete Minen, Kimberley Zimmerman, qui rêvait vraiment d'y aller, c'est vrai que c'est difficilement compréhensible. Ouais. Après, on va quand même rappeler qu'elle a une incroyable constance en Grand Chelem, que c'est quand même exceptionnel aussi, tout ce qu'elle a pu accomplir ces dernières années. Et j'espère que l'année prochaine, elle va pouvoir... Elle avait un record, je n'ai plus le chiffre en tête. Est-ce que c'est pas 13 quarts de finale? Non, c'est plus, non pas des quarts de finale. Non, c'était des deuxièmes tours franchis, des présences au 3e tour consécutives, je pense. C'est ça, présence au 3e tour consécutif, c'était énorme. C'était elle la meilleure du monde de ce côté-là. Et donc ça, c'est incroyable dans un Grand Chelem. Donc elle est toujours hyper motivée en Grand Chelem, hein, ça on le sait, elle nous le dit toujours, et elle y arrive quand même assez souvent. Il y a eu 2-3 couacs ces dernières années, mais rarement un couac d'Élise. Maintenant, 3e tour, elle a des qualités. Elle a des qualités pour aller beaucoup plus loin. On rappelle quand même qu'elle a fait demi-finale au tout début de sa carrière. Bon, c'était un peu sur le coup de la surprise, mais je me souviens à Melbourne, je me souviens d'une Élise qui y allait, qui fonçait, qui était déchaînée et qui envoyait du lourd. Et bon, il y avait quelques imperfections. Et je trouve que depuis lors, elle avait un peu évolué, heureusement d'ailleurs, au niveau qualité tennistique. Et moi, je reste vraiment sur ma faim. Elle joue un peu plus en retenue maintenant. Oui, et puis elle fait les mauvais choix. Elle est hyper tendue. Elle a l'air un peu perdue sur un terrain. Elle ne sait pas trop quoi faire. Et je pense que voilà, elle veut être maître de tout, et à un moment donné, c'est bien d'un peu déléguer. Je pense que s'il y a des coachs, c'est pas pour rien. Et il y en a des bons en Belgique. Et il y a des très bons coachs en Belgique, mais voilà.
Élise a beaucoup de difficultés à déléguer. Si je peux m'exprimer, déléguer, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, elle a beaucoup de difficultés à se laisser porter par quelqu'un d'autre, à faire confiance, à ne pas tout remettre en question. C'est pas parce que tu rates trois montées au service qu'il ne faut pas y aller à la 4e et montrer que tu es là. Et ça, c'est pas du tout... c'est pas trop elle a beaucoup besoin de se rassurer, Élise. Et c'est décevant parce que bien conseiller, faire confiance à quelqu'un qui peut l'aider, ça la ferait encore progresser. Et je suis certain qu'elle peut encore aller progresser, mais il faut qu'elle change son état d'esprit. Et moi, j'avais envie de clôturer par un petit mot par rapport à Grete Minen, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir Philippe, son coach, la semaine dernière, qui me disait qu'il s'était fixé un objectif pour 2025, qui était d'atteindre le top 50, qu'il était certain qu'elle pouvait atteindre le top 50 parce qu'elle avait beaucoup progressé cette année et qu'elle allait, durant les 6 semaines ici qu'elle a choisi de passer en off-season, travailler sur énormément de choses, notamment sur le plan physique, pour parvenir à franchir un cap. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de rentrer dans le top 50 mondial, Grete Minen? Il y a quelques mois, elle avait eu une très très bonne période au cours de laquelle on n'avait pas de doute qu'elle pouvait le faire. Donc il faudrait qu'elle reste à ce niveau-là pendant une assez longue période. Oui. Et on s'est convaincu. Encore une fois, voilà une joueuse qui fait des choix. Donc elle a pris un coach et Philippe Dehaas c'est un excellent coach. Et donc voilà, je pense que Grete, elle a de temps en temps quand même des petits problèmes physiques. Donc c'est ça qu'elle doit régler avant tout pour être vraiment bien à 100% sur le terrain. Mais elle a des coups incroyables, Grete. Je veux dire, elle a une puissance de feu exceptionnelle et bien conseillée. Et aussi, encore en termes de confiance, je crois que c'est une joueuse qui peut... elle me fait de temps en temps penser à Alison Van den Vonk. Elles ont eu la même coach à un moment donné. Oui, mais Alison qui fait quart de finale à Roland-Garros, à un moment donné, quand ça part, ou quand elle jouait à Wimbledon, quand elle se sent en confiance, je me souviens qu'elle avait battu... voilà, j'ai un trou de mémoire. Garbine Muguruza à Wimbledon. Je me souviens de ce match-là. Elle était en pleine confiance et elle était injouable, Alison Van Uyvank. Et Grete Minen a un peu ce côté-là quand elle est dedans. Ouais, cette fougue. Cette fougue-là. Et si elle arrive à un moment donné à monter dans le trait de la confiance, attention à Grete Minen. Oui, tu parles d'Alison Van Uyvank, mais cette année, Grete a quand même battu Donna Vekic aussi à Sertogenbosch, ce qui était un super résultat parce que je crois que la fille, elle a fait demi à Wimbledon un peu plus tard. Tu demandais nos déceptions, nos frustrations, donc déception. Mais frustration, moi je suis quand même frustrée de ne pas avoir vu la Belgique en phase finale de la Coupe Davis. Donc c'est pas une déception, c'est une frustration. Donc ça veut dire que je ne les critique pas. Je ne les critique pas du tout de ne pas y être arrivé. Mais j'aurais voulu voir ce que ça donne. Et une autre frustration, c'est de ne pas avoir vu, puisqu'on parlait de David Goffin, de ne pas avoir vu David Goffin franchir le premier tour de Wimbledon alors qu'il a mené 5-0 dans le dernier set. Ça reste le cauchemar. 6-3, 3-0 aussi. Mais 5-0 dans le 5e, c'est un cauchemar. Mais c'était, et on l'a rappelé, il a eu vraiment une période de gros doute. On n'a pas dit que David Goffin était toujours l'un des meilleurs joueurs du monde en 2024. C'est pas ça. Il a eu cette grosse période de doute. Ça ne fait que renforcer le fait qu'il s'en est sorti. Et ce 5-0, ça reste un cauchemar. Contre Thomas Matchak. Match, je crois. Non ? Ah oui, on doit dire Marach apparemment. Ah ben voilà, chacun son accent. Et donc, mais on rappelle quand même le contexte avec Goffin, c'est qu'il a cru toujours être à Wimbledon puisqu'il avait gagné le Challenger d'Aitley où normalement on attribue une wildcard à son vainqueur. Là, pas de chance pour cette année. C'est un peu. C'est vrai que de temps en temps, David il attire un peu la guide, mais là c'est Mister pas de chance. Un peu comme toi, quoi. Comme moi, merci. On dirait que je me suis fait voler mon iPhone cette semaine, comme ça tout le monde comprendra. Voilà. Et donc, donc il est arrivé, il était retourné. Donc il avait perdu en qualif, il était retourné du côté de Saint-Tropez où il vit maintenant. Et il
été repris d'Ardard, Lucky Loser, et il a été joué ce match-là, il pensait pas le jouer, et donc il s'est vu à 6-3, 6-3, 3-0, je crois qu'il s'est vu, il s'est dit c'est incroyable, qu'est-ce qui m'arrive. Il a eu un mauvais jeu ou deux, et puis Bardaf s'est l'embardé. Ouais. Et le fameux 5-0, effectivement, c'est aussi incroyable. Et je peux au niveau frustration, c'est le genre de match où tu penses écrire magnifique. On l'a tous fait. Hein. Ouais, tu te lances ton papier dans ta tête et tu te dis waouh, magnifique, quelle histoire, c'est la fabuleuse histoire. Et puis finalement, c'est le cauchemar. Tu dois tout changer à la dernière minute. Non, c'est catastrophique. Mais bon, pour lui surtout. Mais je me souviens qu'on avait revu David, je ne sais plus où, pour en reparler. Et lui n'avait pas vécu ça autant comme un traumatisme, parce que lui savait que il est arrivé dans des conditions pitoyables et que c'était quasi un miracle de pouvoir jouer et de pouvoir se qualifier. Donc, j'imagine qu'il avait vécu ça aussi dramatiquement, ça c'est clair, mais je veux dire, on a été plus marqué peut-être que lui, parce qu'on sentait le truc incroyable, quoi. Et pour clôturer le chapitre belge, qu'est-ce que vous prédisez pour l'année prochaine? Est-ce que vous pensez que Zizou va pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir encore un petit peu grimper au classement? Est-ce que vous pensez qu'il y a une fille qui va peut-être sortir du lot? Christine, tes prévisions par rapport à 2025? Je suis pas Madame Irma, donc les questions prévisions, voilà. Christine. Non, je vais pas faire des pronostics et on va pas vérifier dans un an, mais Zizou Berks est persuadé qu'il peut terminer l'année 2025 dans le top 20 et il a dit que c'était son objectif. Voilà, donc c'est son objectif et il le pense réalisable. Ouais. Et donc, il faut surtout pas que les gens pensent que c'est de l'orgueil mal placé. Non. C'est simplement une confiance en lui dont il a besoin pour continuer à progresser. C'est bien dit. Et Zizou Berks reste quelqu'un d'extrêmement sympathique qui va, s'il va loin à Roland-Garros, nous chanter encore Waar is de Feestje, qui reste une des belles images belges de l'année. Donc, on compte sur Zizou Berks pour s'approcher le plus possible du top 50, puis du top 40, puis du top 30, et puis du top 20, et on verra dans un an. Il est persuadé qu'il peut y arriver parce qu'il est aussi encouragé par des gens, Nicolas Mahut en l'occurrence, et par des gens qui l'entourent, qui savent de quoi des gens qui savent de quoi il parle et qui pensent que vraiment il a le potentiel pour y arriver. Le but dans sa carrière, c'est pas top 20, c'est top 10. Hein. Ouais, on va y aller petit à petit parce que c'est extrêmement difficile. On se rend pas compte de ce que ça signifie tout ça. Hein. Ouais. Philippe de Hulf, qui a fait une demi-finale à Roland-Garros, a été à son meilleur 39e mondial et c'est fabuleux d'être 39e mondial. Ouais. Donc, on vise un top 10. On rappelle que David Goffin a été top 10. C'est fantastique chez les messieurs. En tout cas, c'est encore plus fort que chez les dames. Surtout qu'à l'époque de David, il y avait les trois monstres qui ont disparu. Hein. Donc, ici, Christine a raison de dire. Je pense que Zizou a vraiment un gros objectif et ça va certainement passer par des belles prestations en Grand Chelem. Il a vu qu'il pouvait aller déjà jusqu'au 3e tour. Donc, une fois que vous êtes au 3e tour, ça peut aller très très vite sur une belle semaine. Ouais. Tout dépendra des adversaires aussi qu'il va rencontrer, mais je pense que Zizou, et Christine le dit très bien, il place des objectifs très hauts. On ne va pas se plaindre, pour une fois qu'il y a en Belgique, où on est souvent à se cacher en dessous de la table avant d'oser dire des choses. On ne va pas se plaindre. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui ose dire qu'il a des grandes ambitions, maintenant, il a des grandes ambitions, il fait tout. Il s'encadre, en tout cas, je pense, très bien. Il réfléchit beaucoup. Il a, je pense, un très bon entourage. Il fait tout, en tout cas, pour se donner les moyens d'aller très loin. Il a évolué aussi dans son tennis. Donc, il sait qu'il a encore des marges de progression, mais il a vu qu'en mettant des choses en place, notamment sur son service, cette année, il a fait énormément progresser. Et avancer, s'il arrive à avancer Avancer. Et alors, on se souvient aussi de Zizou Berks un peu fou sur un terrain. Maintenant, il faut regarder comment il est sur un terrain. Il dépense beaucoup moins d'énergie. Il y a des choses, on va dire, inutiles ou en tout cas qui lui faisaient perdre de l'énergie.
il a toujours ce petit dash qui fait du bien quand on voit qu'il prend le public avec lui, mais c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus mature, je pense. Je crois que c'est vraiment, cette année-ci, ça a été l'année de maturité de Zizou Berts, et moi j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Et je touche du bois ici pour qu'il ne lui arrive rien de... Parce que c'est souvent ça le malheur des sportifs et certainement de ceux qui essayent de grimper, c'est de se voir projeter derrière à cause d'une blessure. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Enfin, c'est pour tout le monde, hein, mais dans le cas de Zizou, ce serait dommage de le voir repartir en arrière, en tout cas. Et c'est ici que se termine la première partie belgo-belge de ce podcast bilan de l'année 2024. Vous retrouverez la deuxième partie, le chapitre international, sur la même plateforme avec les mêmes invités. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me rejoindre depuis le 10 décembre sur Supporting Cast, une plateforme de financement participatif via laquelle vous pouvez soutenir mon travail et ce podcast. Vous recevrez du contenu exclusif minimum une fois par mois, mais plein d'autres surprises également qu'on vous concocte en compagnie de Philippe Dehaze, mon fidèle partenaire. Vous rejoindrez ainsi une communauté de passionnés aussi pour débattre de différents sujets. Et justement, je vais publiquement remercier mon tout premier supporter, Alexandre Camillo. Il n'est pas un joueur de tennis, mais il est papa de 4 enfants qui, eux, le sont. Il nous écoute depuis le tout début de l'aventure en 2020 et il est un grand fan du sabre de Federer, ce fameux revers slicé au retour de service devenu légendaire. S'il le pouvait, c'est avec Rafa qu'il partirait en bateau, seul en mer, et Alexandre rêve d'un jour assister à l'Open d'Australie. Merci beaucoup à lui pour son soutien, et si vous voulez faire comme lui et être mentionné en fin d'émission, eh bien rendez-vous sur Supporting Cast, devenez supporter et permettez-moi de continuer à produire des chouettes épisodes en 2025. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao.